les 10 pays les plus misérables d'Afrique en 2023 selon l'indice annuel de HAMI. Hyperinflation galopante, taux d'emprunt prohibitif et chômage de masse. Le dernier indice de misère économique de l'économiste Steve Hanke dresse un sombre tableau pour de nombreux pays africains piégés dans un cycle vicieux aux conséquences humaines et sécuritaires dramatiques. Et donc, celui qui a fait cette analyse-là, c'est un économiste qui s'appelle Steve Hanke. Et donc, il s'est basé sur quelques critères comme par exemple l'inflation. Ça veut dire quand la valeur de ton argent baisse et que la valeur des marchandises augmente, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Le taux d'emprunt prohibitif, ça veut dire des pays pauvres qui, comme on sait que leur économie n'est pas de bonne taille et qu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions, quand ils demandent à avoir crédit, les gens se disent, si on doit te donner 10 francs, tu vas payer 25. Et donc, en remboursant, tu vas rembourser 125. Alors que normalement, quand ton pays a une bonne croissance économique et une bonne stabilité, on va dire, bon, si tu prends 100 francs, tu vas ajouter peut-être 5 francs dessus. Donc, plus tu es mal en point, plus quand tu vas aller demander de l'argent, on va augmenter les intérêts. Et un autre élément qui lui permet de pouvoir dresser le tableau des 10 pays les plus misérables, c'est le taux de chômage. Un pays où la majorité des personnes ne travaillent pas, ce n'est pas un pays qui est en bonne santé et c'est un pays qui ne peut pas donner confiance. Il dit donc sur la base de ces 3 éléments que je viens de vous donner, il dit la situation n'est pas bonne pour beaucoup de pays africains parce qu'ils sont piégés dans un cycle vicieux qui a des conséquences sur la vie des gens, mais aussi sur la sécurité même du continent africain. Quand la misère économique devient un tableau insoutenable, selon le récent indice annuel de la misère économique, en abrégé HAIM, de l'économiste Steve Hanke pour 2023, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne figurent parmi les plus mal classés du monde. Il dit donc, le tableau que nous allons dresser actuellement, l'information que nous vous donnons, comme 2024, on n'est qu'au 3e mois, on ne peut pas définir les caractéristiques de 2024. Mais en tout cas, ce qui concerne 2023, ce sont ces informations de 2023 sur les pays les plus misérables. Il dit ici, la majorité des pays qui est mal classée, c'est surtout les pays d'Afrique subsaharienne. Ça veut dire les pays qui sont en bas du Sahara, du désert du Sahara. C'est eux qui sont parmi les mal classés au monde. Un triste présage des défis colossaux qui attendent la région pour briser la spirale de la précarité, de l'instabilité et du gâchis du potentiel humain. Il dit, en vérité, lorsque la misère devient le compagnon de certains pays ou bien même de votre environnement, il dit, ça devient un cercle vicieux. C'est-à-dire, ça devient comme si tu étais en train de tourner dans un cercle, mais que tu ne tournes que sur toi-même. Et dans ces conditions, donc, la précarité, l'instabilité font que l'être humain, on détruit la vie de l'être humain. Ça veut dire, quand un être humain naît là, il a des potentiels en lui, il a des qualités en lui, il a de l'intelligence en lui. Il n'y a aucun être humain qui est bête. Il n'y a aucun être humain qui est inutile. Mais quand ton environnement est gangréné par la pauvreté, est gangréné par le chômage, est gangréné par l'insécurité, ça fait que même quand tu as des qualités, tu n'arrives pas à les développer. Et donc, ça fait que le potentiel humain est détruit. Et c'est ça le problème en Afrique. Et c'est sur ça que nos dirigeants doivent travailler. Et c'est pour cela que nous disons, il faut que nos dirigeants garantissent la paix dans nos continents. Il faut que la politique soit saine et que ceux qui feront la politique dans nos pays soient des gens sains, soient des gens en qui on peut faire confiance et des gens qui veulent réellement aider le continent à évoluer. Cet indice composite comprend le taux de chômage, l'inflation et les taux d'emprunt bancaire et la croissance du PIB réel par habitant pour mesurer le niveau de misère économique. Il dit, comme je vous le disais, ce qui lui a permis de faire ces analyses-là, il dit, il a regardé le taux de chômage, l'inflation
et les emprunts bancaires que j'ai déjà expliqués. Mais en plus de cela, il regarde aussi la croissance du PIB réel par habitant pour mesurer le niveau de misère économique d'un pays. Il dit donc, quand il prend ces 4 éléments, en plus du PIB, si votre PIB, hier on a expliqué le PIB, c'est le produit intérieur brut, ça veut dire l'ensemble des richesses qu'un pays a produit, quel que soit le type de boulot que vous faites. Il dit donc, quand on voit que votre PIB a baissé, ça veut dire que vous êtes devenu un peu plus pauvre. Mais quand votre croissance annuelle de la richesse a augmenté et qu'on divise par population, on peut s'en rendre compte pour voir s'il y a eu évolution ou pas. Le Zimbabwe arrive en tête de ce sombre palmarès pour la région, avec un score HAIM de 242,2, principalement tiré par le taux d'emprunt bancaire faramineux de 116%. Il dit en Afrique, le premier pays qui est le plus misérable, c'est le Zimbabwe. Il dit, il y a 4 principes sur lesquels on peut mesurer le niveau de la misère dans un pays. Le chômage, l'inflation, l'emprunt bancaire et la croissance du PIB réel par habitant. Il dit ici, dans le cas du Zimbabwe, ce qui fait que le Zimbabwe est le pays le plus misérable de l'Afrique. Quand le Zimbabwe va demander de l'argent aujourd'hui, le Zimbabwe, tellement les gens ne leur font pas confiance, le taux d'emprunt qu'on leur impose là, c'est 116%. Ça veut dire si au Zimbabwe, eux, ils demandent 100 francs, les gens disent on n'a pas confiance en vous. Donc là, vous allez payer 116 francs à la place de 100 francs pour rembourser 216 francs. Et quand c'est comme ça, toi tu t'en vas parce que tu es dans difficulté pour demander quelque chose. Mais si on te dit, tu vas payer plus du double de cette même chose-là, tu vois que tu ne peux pas s'en sortir. Et donc c'est ça qui est la première cause de la misère qui fait que le Zimbabwe est le pays le plus misérable de l'Afrique. Après le Zimbabwe vient le Soudan, 212,9%. Et l'Afrique du Sud, ce qui étonne, ça c'est très étonnant, mais l'Afrique du Sud fait partie des pays misérables de l'Afrique. Avec un score de 75,6%, complète le tableau plombé respectivement par une inflation galopante de 131,3% et un taux de chômage élevé de 29,3%. Et ça étonne beaucoup, surtout l'Afrique du Sud. Mais il dit, dans ces 2 pays que sont le Soudan et l'Afrique du Sud, ce qui a fait qu'ils sont classés parmi les pays les plus misérables, c'est le taux d'inflation. J'ai déjà expliqué ça. Ça veut dire, votre argent là, la valeur des marchandises augmente. Donc la valeur de votre argent tombe. La même chose que tu avais l'habitude de payer à 100 francs, tu vas payer ça maintenant à 131,3%. Et puis le niveau de chômage au Soudan et en Afrique du Sud tourne autour de 29,3%. Ça veut dire si tu prends chaque 100 personnes, il y a pratiquement 30 personnes qui ne travaillent pas. Et ça, dans un pays, ce n'est pas bon. Au total, 10 pays d'Afrique subsaharienne figurent parmi les 20 économies les plus misérables au monde, selon le HAIM 2023. Le Zimbabwe, le Soudan, l'Afrique du Sud, le Malawi, l'Angola, Sao Tomé-Principe, le Ghana, Madagascar et la République démocratique du Congo et Eswatini. Voilà les 10 pays les plus misérables de l'Afrique. Je vous les cite encore. Le Zimbabwe, et c'est par ordre alphabétique. Le Soudan, l'Afrique du Sud, le Malawi, l'Angola, Sao Tomé-Principe, le Ghana, le Madagascar, la République démocratique du Congo et Eswatini. Et selon moi, la première caractéristique qui m'a aidé, c'est que tous ces pays-là ont leur propre monnaie. Parce que moi, si c'était moi qui devais faire cette liste-là, les premiers pays que j'allais mettre, ça s'appelle Mali, Burkina, Niger. Sans hésiter. Mais bizarrement, ils ne sont pas dans la liste. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas dans la liste? Ça, c'est mon analyse personnelle. C'est simplement le franc CFA qui fait qu'ils ne sont pas dans cette liste. Sinon, il n'y a aucune raison. Parce que trouver l'Afrique du Sud, le Ghana et certains pays comme l'Angola dans la liste des pays les plus misérables, sans trouver le Mali, sans trouver le Niger, sans trouver aujourd'hui le Burkina Faso, c'est chose surprenante. Mais ce qui fait que c'est surprenant, c'est simplement la garantie du franc CFA qui encore sauve ces pays-là.
Et donc, ceux qui crient chaque jour qu'il faut avoir sa monnaie, quand tu as ta monnaie, tu es sauvé. Chacun de ces pays-là a sa propre monnaie. Le Zimbabwe, le Soudan, l'Afrique du Sud, le Malawi, l'Angola, Sao Tomé-Principe, le Ghana, le Madagascar, la République démocratique du Congo, Iswanti, eux tous ont leur monnaie. Mais comment se fait-il qu'ils sont classés parmi les plus misérables? Donc, ça veut dire avoir sa monnaie ne garantit pas que tu seras un pays. Surtout que l'inflation, le chômage sont les critères de ce schéma qui est mis en place. Donc, quand on voit les opposants comme le Laurent Gbagbo, le Mamadou Koulibaly et autres en train de mentir aux gens, si avoir sa monnaie pouvait sauver quelqu'un, allez demander aujourd'hui aux Ghanéens s'ils sont à l'aise avec le Naira. Allez demander, avec le franc ghanéen. Allez demander le Cedi. Si les Nigériens avec le Naira sont heureux, ils vous diront non, on préfère aujourd'hui le franc CFA. C'est ça qui est une vérité que personne ne peut nier à la lumière de la vérité. À l'échelle mondiale, l'Argentine est le pays le plus misérable. Et c'est très étonnant, mais le pays le plus misérable au monde, avant même les pays africains, c'est l'Argentine. Les principaux facteurs ayant contribué à ces scores élevés varient selon les pays. Mais l'inflation élevée, le taux d'emprunt bancaire prohibitif et le chômage de masse sont récurrents. À titre d'exemple, le Malawi, il dit donc, comme il l'a déjà dit, sur ce tableau qu'il vous présente, il n'a pris que l'inflation, le taux d'emprunt bancaire et le chômage. Ce sont les éléments qui lui ont permis de pouvoir dresser ce tableau-là. Il dit par exemple dans certains pays comme le Malawi, le chômage à 32%. En Angola, le chômage à 20%. Et au Nigeria, le chômage à 21,1%. Et en même temps aussi, ces pays-là souffrent d'une forte poussée inflationniste. Tu ne peux pas avoir un taux de chômage élevé et une inflation galopante et dire que ton pays se porte bien. Est-ce que la Côte d'Ivoire est dans ce contexte-là? Est-ce qu'il y a l'inflation en Côte d'Ivoire? Vraiment, c'est une inflation qui ne se sent pas. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en vérité, c'est ceux qui ne veulent pas travailler qui disent qu'il n'y a pas de travail. Sinon, peut-être que le travail que tu fais, tu n'aimes pas, mais dire que ce travail-là, ça ne te permet pas de vivre, ça aussi, ce serait exagéré. Et donc, le chômage n'est pas quand même aussi dramatique que les gens voudraient le faire croire. Le Zimbabwe, le Madagascar et le Ghana sont particulièrement pénalisés par des taux d'emprunt bancaire exorbitants dépensant les 100% pour le premier cité. Il dit ce qui fait que le Ghana, le Madagascar et le Zimbabwe sont parmi les pays les plus misérables. C'est à cause du fait que quand le Ghana se lève pour aller demander un crédit, si le Ghana demande 1000 francs, les gens lui disent, bon, comme on va te donner 1000 francs, tu vas rembourser 2000. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que tout le monde ne peut pas prendre crédit. Ah, donc il y a des pays même qui ne sont pas crédibles. Donc, de la manière qu'une personne peut ne pas être crédible, ou bien de la manière qu'une personne peut être crédible, c'est comme ça aussi qu'un pays peut être crédible ou pas crédible. Crédible, là, ça veut dire, est-ce qu'on peut te faire confiance? Et donc, aujourd'hui, là, si le Ghana, le président du Ghana se lève, il s'en va demander l'argent. Les gens lui disent, si on te donne 100 francs, tu vas rembourser 200. Mais quand le président de la Côte d'Ivoire se lève pour demander 100 francs, les gens lui disent, il faut prendre 100 francs et puis il faut rembourser 101 francs. Voilà, c'est ça qui fait. Et c'est ça qui fait que les présidents, si vous avez très bien remarqué, le président du Zimbabwe était venu un moment en Côte d'Ivoire. Le président du Ghana était venu un moment en Côte d'Ivoire. Le président du Libéria est venu en Côte d'Ivoire. Le président de la Sierra Leone est venu en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils sont venus rechercher? Ils sont venus demander au président de se mettre devant pour que leur taux d'intérêt, là, ça puisse être diminué pour qu'ils puissent avoir des emprunts. Sinon, ce n'était pas pour autre chose. Ça veut dire quoi? Comme le président lui-même il a une garantie là, on utilise son image. Au lieu que le Ghana va payer, s'il prend 100 francs, il va payer 200 francs. Le président Ouattara se met devant et grâce au président Ouattara, quand les Ghanéens vont prendre 100 francs crédit, ils vont payer peut-être 110 francs ou même 150 francs au lieu de payer 200 francs. Et donc vous voyez qu'un pays là, ce n'est pas la taille du pays qui fait sa valeur. Sinon, le Nigeria ne serait pas en train de courir après le franc CFA aujourd'hui, mais c'est la qualité et l'intelligence du dirigeant qui rend un petit pays plus fort que les pays qui sont grands, mais qui ont des dirigeants faibles. Quant au chômage, il ronge des économies comme l'Afrique du Sud, Sao Tomé-Principe et la République démocratique du Congo, ou encore l'Iswanti avec un taux supérieur à 19%. Il dit en ce qui concerne certains autres pays, ce qui fait que
leurs habitants sont misérables, c'est qu'il n'y a pas de travail. Exemple Afrique du Sud, exemple Sao Tomé et Principe et la République démocratique du Congo, ou encore Iswanti. Iswanti, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est le pays qu'on appelait Lesotho. C'est la même chose. Un petit pays, c'est un royaume. Chaque année, le roi marie une femme là-bas. Donc, c'est un petit pays. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Lesotho. Cette situation économique désastreuse a d'importantes implications. L'inflation galopante érode considérablement le pouvoir d'achat des populations, générant une précarité. Il dit donc, dans ces pays-là, il y a l'inflation. Et si tu te lèves le matin, que le pain que tu as payé hier à 150 est devenu 500, ça fait que ça tue le pouvoir d'achat des populations. Ça fait que l'argent que tu as là, toi-même tu n'as pas confiance. Quand tu dors la nuit, tu sais que hier j'ai payé pain à 150, mais tu ne sais pas demain tu vas payer ça à quel prix. Donc ça fait que tu n'as plus confiance en l'argent et donc c'est ce qu'on appelle ton pouvoir d'achat. Et donc quand ton pouvoir d'achat baisse là, ça veut dire tous, même si tu remplis ça, tu ne sais pas si tu vas revenir avec quelque chose. Et donc ça met les gens dans la précarité. Les taux d'emprunt exorbitants asphyxient l'investissement productif et l'accès au crédit, bridant la croissance économique. Il dit aussi, vu que ces pays-là, quand ils ont besoin de l'argent, les taux d'intérêt qu'on leur impose, comme j'ai déjà donné les exemples, ça fait que ça tue la croissance économique dans ces pays-là. Ils ne peuvent pas évoluer, ils ne peuvent pas construire de nouvelles choses pour dynamiser et redynamiser leur économie. Et donc, tous ces facteurs-là font que s'il n'y a pas de croissance économique, il y aura forcément baisse des performances du pays. Le chômage de masse plonge des pans entiers de la population dans la pauvreté et dans la marginalisation. Il dit donc, dans ces pays-là aussi, grâce au chômage, beaucoup de personnes deviennent pauvres. Et quand elles deviennent pauvres, elles sont marginalisées. Ça veut dire qu'on les met à côté. On ne les considère plus comme des gens qui sont productifs et utiles à la société. Au final, ces pays cumulent des handicaps pour assurer le développement économique et l'amélioration des conditions de vie. Il dit donc en conclusion, avec tout ce qu'on vient de vous dire et toutes les présentations qu'on vient de vous faire, ces pays-là ont des handicaps. C'est comme quelqu'un, tu es né, tes parents se sont bien occupés de toi, mais après, ta main est coupée, un œil est cassé, un autre pied est coupé, il y a une partie de dents qui est enlevée, et puis, tu as vu, c'est fini, tu deviens un handicapé. Et donc, ces pays-là, comme chez nous au pays, ce sont des pays adamanato. Et quand tu es comme ça, là, toi-même, tu sais que ta vie même, là, c'est déjà un enfer. Et donc, voilà la caractéristique de ces pays misérables. Selon Steve Hanke, si des réformes d'envergure ne sont pas entreprises pour assainir les fondamentaux économiques, redresser la productivité et restaurer la confiance des investisseurs, ces pays risquent de rester englués durablement dans un cycle vicieux de misère économique et sociale. Il dit donc, si ces pays-là, si les dirigeants ne prennent pas des mesures pour essayer de redynamiser leur économie, si il n'y a pas de mesures pour restaurer la confiance des investisseurs, ces pays-là vont rester dans ce cycle-là de la misère et ça ne fera que croître et c'est la population qui va en payer les conséquences. Cela nécessitera des politiques volontaristes pour maîtriser l'inflation. Il dit donc dans ces pays-là, les dirigeants doivent avoir toute l'intelligence nécessaire de faire des sacrifices tant à leur niveau qu'au niveau des populations pour essayer de maîtriser l'inflation. Il faut aussi assainir les finances publiques. Ici, à travers l'assainissement des finances publiques, il faut tuer les dépenses inutiles. Il faut essayer de lutter contre la corruption. Il faut essayer de vérifier les secteurs de l'économie qui prennent beaucoup d'argent, mais qui ne font pas de rendement, et essayer de les supprimer ou bien même de les réduire pour pouvoir générer de nouveaux fonds. Favoriser un environnement propice aux entreprises et former une main-d'œuvre qualifiée. Il dit qu'il faut aussi qu'il y ait la paix, la sécurité et aussi l'environnement politique doit être sain avec des dirigeants solides et fiables. Et à ceux qui veulent entreprendre dans le pays, il faudrait que les entreprises forment une main-d'œuvre qui est qualifiée. Un défi colossal pour briser la spirale de la violence et de la misère. Il dit donc que c'est tout un ensemble de difficultés qu'il va falloir résoudre afin de pouvoir briser ce schéma honteux de la misère dans ces pays que nous venons de vous citer. Un fardeau humain et sécuritaire aux lourdes implications au-delà des statistiques
La misère économique a un coût humain dramatique pour les populations concernées. Il dit donc partout où vous verrez que la misère est croissante, vous verrez la violence. Et quand la violence atteint son niveau le plus haut, ça devient la guerre. Mais avant la guerre, vous allez voir que les taux de criminalité vont augmenter. Et c'est la pauvreté qui fait tout ça. Et une fois que c'est fait, même quand toi-même tu es riche, ta vie est en danger. Parce que c'est aussi la pauvreté qui va amener certaines personnes à devenir violentes et à mettre la vie de tout le monde en danger. Le pouvoir d'achat, rongé par l'hyperinflation, conjugué au chômage de masse et au manque d'opportunités, plonge des millions de personnes dans une précarité extrême. Voilà un pays dans lequel tu vis. Chaque jour que tu te réveilles, tu ne sais pas quel est le prix de l'objet que tu t'en vas payer. Parce que le prix que c'était hier, ça peut doubler, ça peut tripler. Tu te réveilles, dans ces conditions-là encore, tu n'as pas de travail. Et tous ceux qui sont autour de toi n'ont pas de travail. Et ça fait que tu finis par désespérer parce qu'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'espoir. Et une fois que tu te retrouves dans cette condition-là, il faut s'attendre aux dégâts. L'accès à une éducation et à des soins de santé décents devient un luxe. Il dit donc dans ces conditions-là, quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui est en train d'affronter l'inflation et quelqu'un qui n'a plus d'espoir, est-ce que c'est sa santé qui sera la première chose qui va l'intéresser? Il n'a même pas les besoins minimaux pour exister, pour vivre en tant qu'un être. Parce que même un animal, sa survie là est liée à pouvoir consommer quelque chose. Mais quelqu'un qui vit dans une telle condition, toi tu n'as pas mangé, tu n'as pas d'espoir. Est-ce que tu vas aller pouvoir te soigner? Se soigner devient un luxe. Les enfants sont les premières victimes avec des conséquences désastreuses sur leur développement et les perspectives d'avenir. Et donc les enfants, tout naturellement, seront les premières victimes parce qu'un enfant, ça ne peut pas travailler de lui-même. Un enfant, ça ne peut pas se scolariser lui-même. Un enfant, ça ne peut pas prendre des décisions. Ce sont les parents qui devraient s'en occuper. Mais si les parents eux-mêmes sont dans la misère, automatiquement, les enfants ne peuvent que subir les conséquences. La malnutrition sévit et les risques sanitaires s'accroissent. Et donc, on verra la malnutrition, on verra beaucoup de phénomènes comme l'analphabétisme, le manque de moyens qui fait que les enfants ne vont pas à l'école. Et tout ça, ça ne fait que assombrir le tableau. Cette situation constitue également un terreau fertile pour l'instabilité politique, les troubles sociaux et l'insécurité. Il dit avec tout ce qu'on vient de vous dire là, quand vous prenez cet environnement qui est décrit, forcément l'instabilité politique, des gens comme les Laurent Gbagbo vont dire, si nous on vient, on va changer le monde, on va changer la couleur du ciel, alors que c'est faux, ils ne peuvent pas le faire. Et donc, tout type de politicien va s'insérer dans la politique pour essayer de profiter de la misère des gens. Ça provoque des troubles sociaux parce que vous allez voir des gangs naître, vous allez voir toute forme de violence naître, et donc, ça ne fera que faire accroître l'insécurité. Le mécontentement populaire face à une dégradation inexorable des conditions de vie exacerbe les tensions. Et dans ces pays-là, vous allez voir que les gens sont toujours mécontents. Les gens sont toujours très fâchés parce que quand tu n'as rien là, tu ne peux pas être heureux. Les groupes extrémistes violents profitent de ce climat de désespoir pour recruter parmi les jeunes sans perspective. Et donc, vous allez voir les gangs, les groupes ultra-violents et les groupes extrémistes liés à n'importe quel phénomène de société, que ce soit les religions, que ce soit la politique, etc., ils vont donc recruter, surtout au niveau du djihadisme, ils vont recruter. Parce qu'en disant aux jeunes, mais regarde ta condition de vie, même un animal vit mieux que toi, mais viens avec nous, chaque jour tu auras au moins 2000 francs, mais 3000 francs. Et les gens se laissent tenter par cette aventure ambiguë. Certains pays comme le Soudan, le Nigeria ou le Mozambique sont déjà confrontés à l'insécurité djihadiste sur leur territoire. Il dit donc, c'est ce qui fait que dans certains pays, comme le Soudan, le Nigeria ou le Mozambique, vous verrez qu'il y a l'insurrection du djihadisme dans ces pays-là. Et bizarrement, il y a certains pays où officiellement il n'y a pas le djihadisme, mais leurs populations vont faire du djihadisme. Parce que dans leur pays, c'est la pauvreté. Et donc, les gens viennent les recruter dans leur pays. Comme vous n'avez jamais entendu qu'il y a le djihadisme au Mozambique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de djihadisme mozambicain. Ça veut simplement dire que sur le sol de la Mozambique, il n'y a pas de groupe djihadiste. Mais les gens recrutent des personnes de la Mozambique pour aller faire du djihadisme dans d'autres pays. Autant dire que la route pour sortir de ces pays du piège de la misère économique sera longue et semée d'embûches. Mais l'inaction aura
un prix encore plus lourd en termes de conséquences humaines, d'instabilité et de gâchis de potentiel pour toute une région. C'est un article qui est tiré de l'article le 360.ma. Il dit donc, face à tout ce qu'on venait de dire, le drame est déjà là, mais il sera encore pire si rien n'est fait. On ne fera que laisser la souffrance humaine s'accroître, l'instabilité augmenter, et tout ça, pour finir, ça va créer du gâchis dans toute la région et sur tout le continent.